Bonsoir à tous, nous sommes de retour du week-end. Pascal et toute l'équipe du Grand Rendez-vous vous retrouvent avec beaucoup de plaisir et tous ses invités, à savoir un formateur d'auto-école, un jeune pharmacien, innovateur antique. Vous aurez droit à un spécialiste en marketing et une esthéticienne. De quoi parleront-ils exactement? Vous aurez la réponse juste derrière la météo que voici. Un clin d'œil donc à tous nos téléspectateurs de l'OCOSA à travers la météo que vous venez de suivre. Et là, si vous venez de nous rejoindre, chers téléspectateurs, vous n'avez encore rien perdu. Et pas du tout alors. Nous serons bien sûr à l'auto-école et les uns se disent en formation pendant que les autres se disent en réalité qu'ils sont en apprentissage. Nous allons recevoir dans un instant un formateur d'auto-école pour évacuer cette brouille qui se trouve autour du permis de conduire au Bénin. Les Béninois, ils innovent vraiment, et celui que nous allons recevoir aujourd'hui met l'éthique au service de la santé. Découvrez avec nous sur ce grand rendez-vous l'application Dis-moi Doc. Et quel lendemain peut-on donc réserver au petit commerce au Bénin? C'est une grosse interrogation, et l'expert de ce grand rendez-vous nous dira tout à l'heure que c'est une source de création d'entreprises. Et quel type d'entreprise? Entreprise familiale. On en parlera dans un instant. Et que fera donc on fera bien sûr une descente dans notre salon de beauté pour apprendre donc à poser les ongles, toujours sur ce grand rendez-vous. Et il y aura bien sûr le journal, comme vous le savez déjà, à 19h45. Et cette édition vous sera donc présentée par Nadège Sonny, qui est déjà en place pour le menu. Bonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assiom Gaba. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur le grand rendez-vous. Eh bien, c'est une joie partagée. Nadège Sonny, c'est quoi le menu de ce 19h45? Merci à vous, Assiom. Le menu du journal à 19h45 sera constitué de reportages sur le community management. C'est un tout nouveau métier à l'aide du numérique. Également, nous parlerons des techniques de fabrication du savon Kotor et des sources d'approvisionnement de ce produit naturel plein de vertus. L'Afrique du Sud en deuil depuis hier, lundi 2 avril, l'une des icônes de l'apartheid, Winnie Mandela, est décédée. 38 ans de lutte et un parcours controversé. Et vraiment, nous disons toutes nos condoléances à la famille Mandela et à tous les Sud-Africains, les Africains et d'ailleurs même, je dirais, à tous les citoyens du monde entier. Oui, puisque c'est une grande figure de la paix qui s'en est allée, parlant bien sûr de Winnie Mandela. Alors, merci beaucoup à vous.
On se dit tout à l'heure à 19h45, Nadège s'enligne pour les détails des kits que vous venez donc d'annoncer. On ouvre le plateau du grand rendez-vous tout de suite par celui de Autant Savoir. Alors, bienvenue chez les Autant Savants, bienvenue également à l'école de conduite au Bénin, entre formation théorique, pratique et puis apprentissage. Qu'est-ce qui est recommandé? On va répondre à la question tout à l'heure, juste derrière ce reportage signé Marcel qui nous présente le permis de conduire, ce que c'est en réalité. Circuler librement à bord de son véhicule ou de son engin nécessite le port d'un permis de conduire. Délivré à titre personnel par l'Agence nationale des transports terrestres, l'acquisition du permis de conduire fait appel à un processus bien élaboré. Lorsque quelqu'un veut obtenir le permis de conduire, il doit d'abord préalablement passer par une auto-école et recevoir une formation. Lorsque la formation est terminée, le candidat alors présente un dossier au niveau de son auto-école qui, à son tour, va déposer le dit dossier au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres pour venir subir un examen en vue de l'obtention du présent sésame. Une école de conduite, c'est bien de cela qu'il s'agit. Encore appelée auto-école, ces centres de formation permettent aux futurs conducteurs d'acquérir des aptitudes nécessaires au volant. Pour passer son permis de conduire, nous avons deux formations. Il y a la formation théorique et la formation pratique. La formation théorique est composée du code de la route. C'est-à-dire quoi? Le candidat a droit à 30 cours de code de la route, répartis peut-être sur 1 mois ou 2 mois. Si c'est sur 1 mois, ça fait une formation accélérée. Et si c'est sur 2 mois, ça fait une formation normale. Après sa formation théorique, on va commencer maintenant par restituer ce que nous avons appris en prenant maintenant le volant. Il y a les connaissances du code de la route où nous aurions plusieurs chapitres de leçons à donner aux candidats. Les connaissances d'abord des panneaux de signalisation. Nous aurions aussi à leur donner les leçons suffisamment sur la chaussée d'abord, et comment maintenant s'insérer dans la circulation. La phase pratique, comment est constitué d'abord un véhicule, le fonctionnement, les contrôles nécessaires à faire sur le véhicule au quotidien avant de se mettre dans la circulation. Les pièces à fournir pour l'obtention du permis de conduire sont bien connues et définies. Pour passer son permis de conduire, il y a une demande manuscrite. Après, le candidat va amener l'acte de naissance légalisé, la photocopie légalisée de sa carte d'identité, 6 photos d'identité, l'attestation de résidence délivrée chez le délégué, le certificat d'aptitude à conduire les véhicules légers. La durée, quant à elle, varie d'un candidat à un autre. La durée minimale, c'est 1 mois. Dans le cas contraire, si on voit que le niveau du candidat n'est pas bon, on peut aller jusqu'à 2 mois, voire 3 mois. Généralement, il y a des apprenants qui, en 2 mois, ils assimilent déjà ce pourquoi ils sont là. D'autres, par contre, compte tenu du niveau d'assimilation, d'autres font 3 mois. Au Bénin, l'âge minimum retenu pour passer le permis de conduire est 16 ans pour les motocyclettes et 18 ans pour les automobiles. À cela s'ajoute la maîtrise du code de la route et la maîtrise de la conduite. Prudence donc est recommandée pour les usagers de la route détenteurs du permis de conduire. Merci à vous, Marcel, pour cette collecte d'informations autour du permis de conduire. On retrouve en plateau M. Ghislain Agbessi. Bonsoir. Bonsoir, M. Gaba. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Oh, mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Alors, vous nous accueillerez donc dans votre auto-école, dans votre centre de formation, si vous voulez, très bien, pour parler aux téléspectateurs béninois. Alors, faisons tout de suite la part des choses. Entre formation théorique, pratique, dites donc d'abord, quelle est la différence entre une formation et un apprentissage quand on parle d'auto-école? Ben, je crois que excusez-moi, les deux se valent. Un apprentissage, une formation, mais c'est la même chose. Parce qu'il y a l'apprenant qui se met à étudier
les cours théoriques et pratiques. Et pratiques. Et en formation, c'est ce que c'est la même chose. Mais chez nous, on nous parle d'apprenti chauffeur par endroit. Après, on dit non, celui-là, il est à l'auto-école. Tu n'es pas allé à l'auto-école, tu as été apprenti chauffeur tout simplement. Et puis, bon voilà, il y a cette différence-là qui se fait sur le terrain. Qu'en dites-vous? Oui, non, c'est la même chose. Vous savez, entre-temps, il n'y avait pas d'auto-école, si bien qu'il y a des conducteurs de véhicules, c'est-à-dire c'est des professionnels qui mettent à côté d'eux des apprentis qui restent avec eux et qui se servent d'aide. Et puis après, ils leur apprennent un peu l'apprentissage. Et ça dure longtemps. Et puis, ce sont des aides et apprentis à la fois. Mais cette fois-ci, lorsque vous allez à l'auto-école, il ne s'agit pas d'être aide, un agent d'entretien du véhicule, bien de la salle, ainsi de suite. Non, ce n'est pas là. Okay. Vous venez pour la formation et vous avez votre temps qui vous est consacré pour la formation. Vous y arrivez, vous subissez, vous prenez, vous faites la formation et après, vous vous retirez. Donc vous retirez tout simplement. Voilà. Et alors, ceux-là qui vont toujours en apprentissage, qui sont des aides aux autres chauffeurs déjà titulaires, est-ce qu'ils sont aussi obligés de prendre toujours part des centres de formation comme le vôtre? Mais c'est vrai, ils doivent passer parce que c'est une obligation nationale, ce sont des tests qui l'exigent. Il faut que les auto-écoles présentent les candidats à l'examen du permis de conduire. Ça veut dire que même si vous allez apprendre sur le tas, vous êtes obligé de passer par une école, vous faire tester. L'auto-école doit attester de votre capacité de subir les épreuves de l'examen du permis de conduire avant que vous ne puissiez aller à l'examen. Donc, il ne s'agit pas d'aller apprendre sur le tas et puis non. Normalement, il n'y aura plus ça parce que c'est des gens qui utilisent les véhicules, qui doivent utiliser pour leur profession. Ils utilisent ça également à cette fin. Normalement, ça ne devait pas être ainsi. Ça ne devait pas être ainsi. Normalement, c'est directement au centre de formation. Au centre de formation, normalement. Bon, puisqu'il n'y en avait pas, excusez-moi, c'est seulement en 1986 que les tests régissant les auto-écoles ont été pris et c'est après ça que progressivement on n'a plus trop d'apprentis sur les terrains. Mais il faut remarquer quand même que ceux-là, ils ont un peu plus d'expérience que ceux qui viennent directement. Donc eux aussi ils ont le temps de faire leurs expériences de cela. Or les autres, ils sont déjà dedans quand ils vont apprendre avec ces gens-là. Mais ils abîment les véhicules parce que ceux-là n'ont pas de double commande sur leur véhicule. Voilà, c'est ça l'inconvénient. L'inconvénient, ok. Alors, merci beaucoup à vous. Et qui est donc éligible à une formation d'auto-école? Ah oui, lorsque le candidat vient dans une auto-école, le moniteur doit pouvoir observer celui qui veut engager, celui qui veut s'inscrire à l'auto-école. Okay. Il l'observe physiquement, il voit qu'il est apte, qu'il a ses membres, ses deux mains, ainsi de suite, et qu'il entend bien, et qu'il voit bien aussi. Il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier tout ça. Et qu'il a l'âge requis pour passer l'examen de permis de conduire. Qui est de quel 18 ans au minimum pour passer le permis de conduire. Dans le cas contraire, on lui dira d'attendre, d'avoir l'âge avant de pouvoir subir la formation, ou bien s'il est proche de l'âge de 18 ans, on peut lui permettre de subir, d'acquérir les connaissances, le temps d'avoir l'âge pour aller à l'examen. Donc il n'y a pas d'autorisation parentale en matière de formation? Non, c'est depuis 2005. C'est depuis 2005 que ça a été suspendu. Sinon, antérieurement, avant, on délivrait une autorisation parentale pour les apprenants qui ont moins de 18 ans, c'est-à-dire à partir de 17 ans, les parents autorisaient leurs enfants à subir les épreuves, à passer l'examen du permis de conduire. Et les parents s'engagent à réparer les dommages qu'ils auraient créés avant l'âge de 18 ans.
On voit quand même au collège des élèves de moins de 18 ans qui sont toujours au volant, qui vont à l'école. Non, pas du tout. Ça, c'est pas possible. Parce que s'ils n'ont pas le permis et qu'ils se mettent au volant, mais c'est grave. Parce que chez nous, on ne peut pas vous délivrer le permis si vous n'avez pas 18 ans. Donc, si vous voyez des enfants de moins de 18 ans au volant d'un véhicule, sachez qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Ils n'ont pas le permis. Ils n'ont pas le permis de conduire, c'est dangereux. C'est dangereux et en tout cas, quand on voit les conséquences d'après accident... Ah oui, après un sinistre, lorsque vous n'êtes pas détenteur du permis de conduire, vous risquez la prison parce que ça, c'est un délit. C'est un délit, carrément. Alors, que doit-on changer en matière de formation d'auto-école, d'école de conduite au Bénin pour que les choses soient beaucoup plus harmonieuses au Bénin? Il y a beaucoup de choses, mais actuellement, il faut vous dire avec le ministre, depuis que le président Talon est arrivé au pouvoir, il faut vous dire qu'il y a un assainissement. Oui, il y a des réformes. Qu'est-ce qui a changé beaucoup de choses, parce que là... Vous pouvez nous lister quelques... Oui, vous ne pouvez plus avoir le permis sans le mériter. Et il faut que la formation soit donnée de son début à la fin. Et il faut que vous soyez vraiment apte. Vous ne pouvez pas dire, bon, j'ai un ami à la direction des transports, j'ai un parent au ministère, j'ai un frère moniteur d'auto-école qui peut... aller voir les gens pour m'aider à obtenir le permis de conduire, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le permis béninois ne s'obtient actuellement que par celui qui le mérite. Donc là, je tire un chapeau que le président nous ait donné quelqu'un comme le directeur général de l'ANAT, M. Agbeva Thomas, qui vraiment suit de près et qui nous aide aussi. Ce n'est pas seulement pour nous empêcher de faire les conneries, mais il nous aide aussi à nous former. C'est-à-dire qu'il oblige les auto-écoles à se faire former et à se mettre en règle. Sinon, beaucoup de choses se passaient. Il y avait beaucoup de légèreté, mais heureusement que cette équipe soit arrivée pour corriger ces choses. Et les réformes ne sont pas terminées. Les réformes sont toujours en cours. Elles sont toujours en cours. Et oui, c'est vrai. Et je pense que c'est de commun accord avec les acteurs comme vous aussi. Absolument. Ils nous associent à tout. Par le passé, on prend des tests et on vous les imposait. Maintenant, on nous associe à tout. Et on échange pour qu'on ne nous applique pas des choses qui ne soient pas à notre convenance. Nous attablons avec les autorités et puis nous élaborons les tests ensemble actuellement. Oui, alors dans votre secteur, on aurait appris qu'il y avait quand même des centres qui ne sont pas agréés, des centres de formation, d'auto-écoles qui ne sont pas agréés. Les gens vont là-bas et puis après, c'est des difficultés pour passer le test ou pour avoir son permis de conduire. Est-ce que tout ça a été corrigé? Pas encore, mais c'est en voie de correction. Parce que il y avait même, depuis l'année dernière, il devait y avoir une guerre contre les auto-écoles clandestines. Je crois que c'est de ça que vous parlez. Bien évidemment. Donc, ces auto-écoles ne perdent rien à attendre. Parce que c'est nous-mêmes, les auto-écoles autorisées, qui couvrent ceux-là. Parce que si la personne forme le candidat sur l'État, sans agrément, si elle n'a pas une auto-école par qui présenter ce candidat, elle ne continuera pas d'être auto-école clandestine. Donc, elle allait disparaître. Voilà. Donc, c'est les auto-écoles régulièrement autorisées qui couvrent ceux-là, c'est-à-dire prennent le dossier des candidats formés sur l'État et qui présentent ça officiellement. Et c'est ça qui encourage la prolifération des auto-écoles clandestines. Oui. Et là, ceux-là sont formés, ne sont pas bien formés, et nous voyons les résultats. Lorsque ceux-là vont à l'examen, c'est des échecs. Donc, moi, je conseille aux candidats qui veulent passer le permis de se renseigner, d'être sûr que là où ils sont, que c'est une auto-école agréée et qu'ils ne passeront pas, qu'ils passeront leur permis sans tracasserie. Comment le savoir? Comment savoir que c'est une école vraiment agréée? Et pour le savoir, ça dit quand vous rentrez dans une auto-école, oui, l'autorisation doit être affichée. Et aussi, il y a une licence d'exploitation qui doit être également affichée et qui est valable 1 an. Donc, chaque année, il y a une inspection que les auto-écoles subissent. Et puis, c'est au vu, c'est-à-dire après cette inspection, qu'il y a une
une licence d'exploitation qui est délivrée pour dire, bon, il est en règle, nous avons vu, bon, pendant 1 an encore, cette auto-école peut fonctionner et puis peut présenter des candidats. Oh. Mais lorsque, après l'inspection, les inspecteurs voient que vous n'êtes plus capable, parce qu'on a vu que le matériel n'est plus là, ou bien des usines désuètes, ou bien que le personnel n'est plus qualifié, bien là, on vous retire l'agrément. Donc vous n'avez plus le droit de présenter de candidats. OK. Alors, pour revenir donc à la formation et particulièrement au permis de conduire, dans certains pays, il arrive qu'on ramène des gens qui avaient déjà leur permis de conduire, qu'on les ramène encore dans les centres de formation pour se faire former. Est-ce qu'il arrive, en tout cas, est-ce que de telles dispositions existent au Bénin? Oui, il en existe, parce que là, vous voulez parler du retrait du permis de permis de conduire. Bon, lorsque le permis est retiré, ça peut être annulé, tout comme le permis peut être temporairement retiré, parce que là, ça veut dire qu'il y a suspension du permis de conduire. Lorsqu'il y a suspension du permis de conduire, vous ne conduisez pas, et après un certain temps, on vous autorise à conduire après avoir passé devant la commission de retrait du permis de conduire, et on vous donne un délai pour aller en recyclage. On vous donne et puis vous venez avec l'attestation de recyclage, et le Centre national de sécurité routière s'en occupe sérieusement, et puis c'est après ce recyclage qu'on vous autorise maintenant, et on vous remet le permis, et on vous dit, bon, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer voilà. Maintenant à conduire. Maintenant, oui. Oui, allez-y. Oui, mais maintenant, lorsque le permis est annulé, après avoir commis un acte, c'est-à-dire un forfait, c'est-à-dire un grave accident, par exemple, volontairement peut-être, donc le permis est annulé. On vous dit, vous ne pouvez plus conduire. On vous donne un délai, peut-être 1 an, 2 ans, et après ce délai, vous êtes autorisé à repasser le permis. Et on vous donne un papier, et c'est après ça que vous présentez le papier pour repasser le permis. Donc le premier permis est annulé. Et au niveau de l'informatique, au niveau de la direction de l'ANAT, de l'Agence nationale des transports terrestres, on annule ce permis, et là vous repassez le permis. Et le permis ne peut plus jamais être... Le duplicata de ce permis ne peut plus être délivré. Donc, c'est un nouveau permis qu'on vous délivre par la suite. Par la suite, voilà. Donc, il y a 2 cas. Il y a le cas de suspension et le cas d'annulation. D'annulation du permis de conduire. Wow. Dans ces 2 cas-là, peut vous ramener donc, dans les centres de formation pour soit autoriser, pour une autorisation de conduite, oui, ou carrément pour se faire établir, reprendre carrément la formation. Exactement. Pour subir de nouvelles épreuves. De nouvelles épreuves. L'examen de permis de conduire. De permis de conduire. Ah là, donc il y a de quoi faire. Vraiment attention. Il y a de quoi faire, vraiment attention. Et moi, je souhaiterais que chez nous, qu'on instaure chez nous le permis à point. Et aussi parce que, vous savez, quand il y a le permis à point, quand vous commettez des fautes, c'est ça. On vous enlève des points. On vous enlève des points. Et quand vous n'avez plus de points, vous ne pouvez plus circuler. Et vous êtes obligé de repasser le permis. Et là, vous passez devant un médecin qui constate que vous êtes apte. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de bonne acuité visuelle et qui conduisent. Ah oui, ça, il y en a plein. Et même avant de passer le permis, il y a des gens qui n'ont pas de bonne acuité visuelle, et c'est par cela ils échouent plusieurs fois, parce qu'ils n'arrivent pas à repérer les piquets, les cônes de l'examen. Parce que, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Or, le moniteur devait s'occuper de ça, ou bien le médecin qui examine le candidat devait s'occuper de ça. Il dit, ben, monsieur, allez corriger votre acuité visuelle avant de passer l'examen de permis de conduire. Mais malheureusement, chez nous, il y a une légèreté quelque part. Vraiment, qu'il faut donc corriger tout simplement. Merci beaucoup à vous, monsieur Agbessi, pour toutes ces informations. Alors, je vais apprendre à conduire au Bénin. Oui. Je prévois combien? Oui, au minimum, il faudrait que vous prévoyez au minimum 150 000 au minimum pour passer le permis de conduire dans les conditions requises. Mais lorsque vous voulez un permis approximatif, vous voulez quand même... mais là, vous ne pouvez pas être dans de bonnes conditions pour la formation. Voyez-vous, il y a des gens qui se plaignent, ils restent au soleil, le véhicule n'est pas là, le véhicule est tombé en panne, il n'y a pas d'essence dans le véhicule, ou bien le véhicule est allé
on est allé en circulation. Ou bien vous payez moins et puis c'est vous-même qui donnez l'argent pour mettre du carburant et ainsi de suite. Donc, dans la voiture. Si vous voulez vraiment aller, vous voulez suivre une formation, si c'est en deçà de ce montant, frais de dossier, je comprends, je dis. Hein. Donc, si c'est en deçà de ce montant, sachez que vous ne serez pas bien servi. Ah, ben alors, dites-moi, est-ce que cette somme, sinon ce coût, a été fixée par l'autorité ou c'est à chaque école ou centre de formation Non, ce montant a été homologué par le ministère chargé des Transports depuis les années 2008. Depuis 2008. 150 000. Oui. Maintenant, sur le terrain, c'est autre chose. Et même l'année dernière, nous avons eu une séance de travail avec les autorités de l'Agence nationale des transports terrestres. Oui. Mais ils nous ont fait toucher du doigt la réalité. Que nous ne pouvons pas, si nous voulons vraiment former quelqu'un, c'est-à-dire nous avons fait les calculs ensemble, hein, nous avons remarqué que si nous voulons vraiment faire former quelqu'un, nous ne pouvons pas le faire en deçà de 12 500 francs l'heure pour un candidat. 12 500 francs. Or, actuellement, nous sommes environ à 5 000. Vous voyez la différence. Mais ils nous ont fait toucher du doigt la réalité. Et bientôt, vous allez voir, l'autorité va nous appeler, et puis le ministère, je parle. Hein. Ce sera revu. Et puis, et ce sera revu à la hausse. Et puis, parce que vraiment... Voulez-vous dire que vous fonctionnez à perte? Nous fonctionnons à perte. Et regardez la qualité des véhicules que nous avons dans le pays, les véhicules qui circulent. Vous voyez, la plupart des véhicules d'auto-école sont des véhicules branlants. Vraiment. Il y a certains taxis qui sont en meilleur état à comparer aux véhicules d'auto-école. Voyez-vous, c'est une anomalie, pour ne pas dire un contraste, qui ne devait pas être d'ailleurs. Merci beaucoup à vous, M. Ghislain Agbessi. Je rappelle que vous êtes formateur d'auto-école, vous êtes promoteur également d'auto-école. Merci beaucoup d'avoir fait un tour sur le plateau du Grand Rendez-vous. On se dit à très bientôt. Oui, c'est un plaisir pour vous restez avec nous pour qu'on puisse recevoir le promoteur de 10 mois doc. 10 mois doc, c'est une application créée par un docteur en pharmacie, c'est un jeune pharmacien béninois et qui met maintenant l'éthique au service de la santé. Et c'est bien sûr à travers la rubrique Nature et Bien-être. Alors, dis-moi Doc, c'est quoi en réalité? Vous allez le découvrir dans un instant. Mais avant de recevoir cet innovateur béninois, nous allons tout simplement suivre ce reportage qui nous présente la santé et des palétiques. Regardez. Voilà l'icône de l'application Docteur Dis-moi Doc. Quand on entre dedans, c'est une application très facile à utiliser. Il y a sur l'interface d'accueil 8 onglets. 8 onglets que nous allons vous détailler. D'abord, ici, c'est l'onglet principal, discuter avec votre docteur. J'ai entendu parler de cette application santé. Nous sommes à l'ère de la mondialisation et tout évolue. C'est très bon, moi je suis très content d'entendre de pareilles choses. Lorsqu'il y a des applications, ça permet beaucoup plus, selon mon avis, de gagner beaucoup plus de temps. On gère tout depuis son boulot, la maison et tout est bien géré. C'est une bonne chose parce que cela permet de ne pas se mettre dans les longues files dans les centres de santé. Oui, il faut faire donc de son phone son docteur. C'est ce qu'il nous aide à faire tout simplement. Il s'appelle Arel Zanou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Merci. Ben, dis-moi, Doc, vous allez nous dire dans un instant. Bonsoir, heureuse d'Anodé. Bonsoir, Asiongaba. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, enfin. Ah bon? Elle a ajouté très à son prénom, tout simplement. On comprend, c'est ça. Heureuse d'Anodé. Oh, Asiong, t'es revenu, quoi. Je suis heureux de vous retrouver aussi. Moi encore plus. Vraiment. Alors, on parle bien sûr de 10 mois, Doc. C'est une application. C'est une application, il faut le dire. Une innovation béninoise. Tout à fait. Et l'un de ses concepteurs est sur le plateau avec nous pour nous faire découvrir cette application-là, qui, quelque part, ou en quelque sorte, je dirais, accompagne les agents de santé et même les malades dans les prestations et autres. Alors, docteur Arel Zanou, il faut déjà dire qu'il est du domaine.
il est médecin pharmacien, je crois bien, n'est-ce pas? Voilà, pharmacien. Alors, dis-moi, Doc, dites-nous tout. Dis-moi, Doc. Alors, heureuse, je vous remercie pour l'invitation. Oui. Et c'est un plaisir pour moi d'être sur le même plateau pour la première fois avec M. Gaba. Disons que dis-moi doc, comme ça le dit, c'est dis-moi docteur en fait. C'est exactement comme si vous aviez un docteur dans votre téléphone. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un docteur en face de vous, de par l'utilisation que nous faisons aujourd'hui de la technologie, surtout des smartphones, on vous donne la possibilité d'avoir votre docteur dans votre téléphone. Et quand on le dit, ce n'est pas exagéré du tout. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas exagéré. Le docteur téléchargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez télécharger votre application? Déjà, vous allez, comme toute autre application, aller dans votre Play Store quand vous avez un téléphone Android, ou bien aller dans votre App Store quand vous avez un iPhone. Parce qu'on a développé pour les deux. Dès que vous tapez Dis-moi doc, donc D-I-S espace M-O-I espace D-O-C. Comme ce qu'on voit déjà écrit déjà sur votre t-shirt. Voilà. Vous allez voir une icône bleue dans laquelle on a mis DR pour dire docteur. Vous téléchargez. Vous remplissez le formulaire qu'on vous propose pour avoir un peu de vos informations, vos noms, notamment prénoms, vos contacts, votre email et votre CES. Dès que vous finissez de télécharger l'application qui pèse à peine 4 mots. Donc oui, ça ne fait même pas 50 francs d'unité en réalité. Donc, dès que vous le téléchargez, c'est fini. Vous avez votre docteur dans votre téléphone. Et notre docteur sert à quoi? Est-ce que lorsqu'on est docteur dans notre poche, lorsqu'on est souffrant, c'est à cet instant-là, on entre dans l'application pour contacter un médecin. Comment ça se passe concrètement? Très bien. Alors, le premier onglet que nous avons développé dans l'application, c'est discuter avec votre docteur. Nous avons développé, disons, une messagerie instantanée. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Les médecins sont là, disponibles 24 heures sur 24, c'est cela? Oui, dans toute l'Afrique, je ne sais pas pour l'Afrique du Nord, mais je ne pense pas, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, c'est la toute première application, c'est la seule application où vous pouvez discuter de façon instantanée, comme si vous étiez dans votre WhatsApp ou dans votre messagerie simplement. Et quand je dis instantané, c'est vraiment instantané, c'est-à-dire que vous rentrez dans l'application, vous allez dans l'onglet « Discuter avec votre médecin », vous écrivez comme si vous écrivez dans WhatsApp, normalement, vous discutez avec un médecin qui est en ligne. Et ici, il ne s'agit pas d'un robot. Ce n'est pas que les questions sont prédéfinies, non. C'est vraiment des médecins qui sont derrière et qui vous répondent en temps réel. Ça, c'est le premier onglet qu'on a développé. Le second onglet, c'est que vous pouvez être amené à ne pas vouloir discuter avec quelqu'un, mais vous avez besoin d'un spécialiste. Je suppose que vous avez besoin de voir un pédiatre pour votre enfant, par exemple. Vous rentrez simplement dans un onglet qu'on a appelé « Médecin, pharmacien disponible ». Vous choisissez la spécialité que vous recherchez. On a mis les spécialités les plus courantes au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Donc, vous allez dans la spécialité et ça vous affiche la liste de tous les médecins qui se retrouvent dans votre situation géographique. Et vous, quand vous voyez la liste, c'est que vous avez leur nom, donc leur identité, vous avez leur photo, donc vous savez vraiment à qui vous avez affaire. Vous avez les cliniques dans lesquelles ils interviennent et vous avez la possibilité de les appeler à partir de l'application pour prendre un rendez-vous. D'accord, ils ont leur contact également. Ils ont leur contact professionnel dans l'application. Donc, vous n'êtes plus obligé de demander à une voisine ou à un parent, est-ce que tu connais un pédiatre ou bien est-ce que tu connais un tel spécialiste? Non, plus besoin. Vous allez dans l'application, vous allez dans l'onglet qui vous intéresse, la spécialité qui vous intéresse et vous êtes au contact avec un médecin. Vous l'appelez pour prendre votre rendez-vous tranquillement et vous allez vous faire soigner. Ce qui, moi, m'intéresse encore plus, c'est que parmi ces onglets, il y a un de ces onglets-là qui m'intéresse encore plus, le prix des médicaments. Oui. Et franchement, je ne vais plus à la pharmacie aujourd'hui pour demander ça coûte combien. On sait déjà quel est le coût
du produit avant d'aller à la pharmacie. Détaillez-nous, donnez-nous plus de précisions là-dessus. Il faut dire que c'est l'anglais que j'affectionne personnellement. Parce que aujourd'hui, cet anglais-là, ça permet à beaucoup de collègues médecins de ne plus se tracasser. Quand vous faites un diagnostic à un patient, que vous devez mettre un traitement, il faut être sûr que le traitement que vous mettez, le patient puisse acheter le traitement. Si le patient ne peut pas prendre le médicament, vous aurez fait un diagnostic, vous aurez fait ce que vous voulez, la maladie ne va pas être guérie. Comme on le dit chez nous, c'est du kamasa, ça. C'est ça. Et carrément ça. Voilà. Donc, les médecins sont vraiment confrontés à ce problème. C'est-à-dire qu'ils prescrivent, mais ils veulent savoir combien ça coûte à peu près pour pouvoir voir s'ils peuvent réajuster la prescription avant d'envoyer le patient à la pharmacie. Aujourd'hui, ils l'utilisent comme ils veulent. Et ce qui est incroyable dans ce onglet-là, c'est que vous pouvez avoir les prix des médicaments même si vous n'avez pas accès à Internet. Oui. C'est ça qui est... Bien sûr. C'est-à-dire que vous on m'a demandé de téléchargez cela et voilà. il me le proposait. J'ai dit, ben voilà encore autre chose. Et je l'ai téléchargé. Ben, effectivement, j'ai dit, mais pourquoi ne pas faire découvrir ça aux populations voilà. Vous avez le prix des médicaments, tout est tout. Bien sûr. Sans connexion Internet. Sans connexion, hein. C'est-à-dire que vous téléchargez l'application normalement avec une connexion Internet. Oui. Dès que vous la téléchargez, après, vous vous retrouvez à Tchoumi Tchoumi. Peut-être vous n'avez pas la chance d'avoir une couverture Internet. Ou bien vous vous retrouvez dans une situation d'urgence où vous n'avez pas Internet, il n'y a pas de problème. Vous cherchez le prix de votre médicament, ça s'affiche en temps réel. Wow. Voilà. Non, mais franchement, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des jeunes qui innovent et qui créent de ces genres de choses. On va peut-être les télécharger ailleurs, des applications d'autres jeunes, d'autres pays, mais ça se fait et c'est des jeunes de notre pays qui le font. Mais il y a quand même quelque chose. Est-ce que quelque part, on ne paie rien ou on ne perd pas quelque chose lorsque nous téléchargeons cette application et qu'on l'utilise? C'est réellement gratuit. Non, il faut lui demander s'il gagne quelque chose dans cette application. Bon, il faut aller directement. N'est-ce pas? Demandez. Vous savez, nous sommes ce qu'on appelle une start-up. Oui. Et une start-up, l'une des caractéristiques principales d'une start-up, c'est que les services que nous proposons ont un aspect scalable. C'est-à-dire que, pour le moment, c'est vrai, vous avez accès gratuitement à presque tous les services. Bientôt, quand l'utilisation sera très grande, c'est sûr qu'à un moment donné, ça aura un coût. Mais nous allons essayer de minimiser autant que possible le coût. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire en termes de comment on gagne l'argent, c'est les services secondaires que nous proposons. C'est-à-dire que l'application, elle est libre d'accès, mais il y a des services secondaires. Quand vous contactez un médecin, par exemple, avant que le médecin ne soit dans l'application, il y a deux choses. Il faut que nous, on s'assure vraiment de sa qualité. Donc, vous êtes au moins sûr que tous les médecins qui sont sur l'application sont des médecins qualifiés. Mais il faut qu'ils s'inscrivent, lui. Puisque de toute façon, ça lui apporte une valeur ajoutée. C'est vrai. Donc, il y a ce premier volet-là. Le deuxième volet, c'est qu'il y a une bannière publicitaire dans l'application. Très bien. Qui nous permet de vendre de la publicité à ceux qui voudront. Puisque de toute façon, comme c'est gratuit, la population la téléchargera. Donc, son information pourra porter très loin. Et les délégués médicaux doivent être très friands. Non, la loi ne permet pas justement de faire de la publicité avec les médicaments. Avec les médicaments. Mais on peut le faire avec tout ce qui est produit parapharmaceutique, donc la cosmétique et tout le reste, on peut le faire. Maintenant, en dehors de ça, comme je le disais, il y a des services secondaires. Par exemple, il y a le service d'auxiliariat de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Bénin, on n'a pas ce qu'on appelle des auxiliaires de vie. Vous tombez malade ou votre maman tombe, un de vos parents tombe malade, vous n'avez pas le temps d'être là, à ses côtés. Vous mettez le viromengon qui est là, qui ne maîtrise rien et qui, au contraire, crée même d'autres ennuis à la maman. Et la maman est obligée de crier dans tous les sens, ça lui fait monter la tension. Nous proposons des auxiliaires de vie, donc des gens formés qui sont spécialisés en soins infirmiers, à qui on donne une certaine connaissance en sociologie également et en psychologie. Donc, ces gens-là sont à côté de votre maman pendant la convalescence. Déjà, on a la possibilité de vous soigner à domicile. Donc, il y a des soins à domicile que nous proposons, donc ce qui nous permet de développer des services secondaires derrière. Et dès qu'on vient vous soigner à la maison, en partant, le médecin il vient avec l'infirmier. Il fait son diagnostic, l'infirmier met le traitement, mais les deux doivent partir.
En partant, il laisse l'auxiliaire de vie qui suit le patient. Donc, vous êtes au boulot, vous êtes vraiment tranquille parce que l'auxiliaire de vie pourra donner correctement le médicament à votre parent, pourra même le laver psychologiquement, on l'a formé pour qu'il puisse assister les vieilles personnes et les personnes vulnérables. Donc, ce sont ces services secondaires-là que nous développons derrière qui nous permettront d'avoir de rentabiliser et de pouvoir aussi maintenir la plateforme. La plateforme parce que... Au-delà de tout ça, il faut avouer que, vous savez, quand on a lancé l'application il y a 1 an environ, il y a un groupe de jeunes Français qui nous ont contactés et qui ont voulu faire la même chose en France. Ah bon? Oui, on les a aidés du mieux qu'on peut. Ils ont développé à leur niveau une application qui n'est pas aussi évoluée que la nôtre, mais l'État français a décidé de racheter l'application. Et ça fait même d'ailleurs partie de mes questions. Est-ce que le ministère de la Santé est informé de cette initiative-là? Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est quand même pour la santé des populations aussi. Vous savez, au Bénin, les gens ne croient pas encore à la jeunesse. Je ne vais pas vous cacher que nous avons fait des démarches pour aller voir certaines autorités. Tout se limite à des promesses. Voilà. Donc, nous, on ne va pas attendre forcément des promesses, puisque nous, de toute façon, on a notre vision, on a notre route à parcourir. Oui. On est conscient qu'on n'est pas obligé d'attendre les autorités. Mais toujours est-il que les autorités doivent prendre conscience qu'un outil comme ça, qui est au service de la santé de la population, si moi, en tout cas, j'étais une autorité ou que j'étais président de la République, je saute sur l'occasion. Parce que vous vous imaginez que tous les médecins dans le public soient répertoriés dans cette application et qu'on soit en mesure de contacter les médecins sans se tracasser, ou que, vous voyez, avec l'actualité actuelle où les prix des médicaments peuvent varier d'une pharmacie à une autre, alors que le prix ne doit pas varier parce que c'est le ministère qui fixe le prix. Donc ça veut dire que le gouvernement peut prendre cet outil-là pour contrôler les pharmacies, puisque dès que les prix réels sont dessus, ça permettra à celui qui va à la pharmacie de recadrer son pharmacien pour dire... Bien sûr, parce qu'il faut déjà dire que moi, par exemple, j'ai consulté le prix d'un médicament, on m'a dit c'est à tel montant, je vais en pharmacie, c'est à un autre prix, mais je dis, mais pourquoi il y a cette différence-là? Voilà. On dit non, c'est une question de localisation de la pharmacie et tout. Il y a toujours eu un argument qu'ils avancent. Mais je pense qu'avec l'actualité, avec le sérieux que met le gouvernement actuellement, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre. On espère bien que Dis-moi Doc sera également pris en compte. Déjà, combien de téléchargements, très rapidement? Déjà, vous savez, on l'a lancé, comme je vous l'ai dit, il y a 1 an, on est à plus de 25 000 téléchargements au Bénin. Et il faut dire que nous sommes déjà dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'UEMOA et le Cameroun. Wow. Vraiment, félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup à Raison. Nous, on aura le temps, bien sûr, de pouvoir détailler cela avec Heureuse Danondé sur son forum. Ce sera aussi bien. Voilà, oui, tout à fait, Assion. Oui, un forum zoomé sur le Dis-moi Doc, ce serait vraiment bien. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci on reste toujours avec vous pour inviter sur ce plateau Monsieur Léopold Toton avec lui. Et nous allons bien sûr parler des petites activités, le petit commerce, la vendeuse de Atako Tevico, vendeuse de Clou-Clou, Gari et tout le reste. Il paraît que ce sont des sources de création d'entreprises familiales. Il faut avoir donc une vision assez large pour pouvoir y aller. On en parlera avec l'expert sur ce grand rendez-vous. Allez, on retrouve bien sûr notre expert, Monsieur Léopold Toton, spécialiste en marketing. Merci beaucoup. En entrepreneuriat et marketing, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ils sont d'un grand service aux communautés. Je t'ai dit les petits commerces au coin de rue. Mais la grande question qu'on se pose est celle-ci. Quel lendemain réserve-t-on aux activités de vente, par exemple, de Tevi pour Atako, de Bouilly, Gali et Clou-Clou au coin de rue et tout ça? Bonsoir, Monsieur Léopold Toton. En tant que spécialiste en marketing, vous dites que c'est une source de création d'entreprises familiales. Pourquoi? Exactement, monsieur le journaliste. Je voudrais tout d'abord dire bonne fête de Pâques, parce que même si c'est passé, il faut ressourcer la mémoire. Et ça, vous avez bien passé le week-end, j'espère. Bien évidemment. Je crois que vous avez touché de point de doigt
la source inépuisable de richesse que le Bénin, que notre pays n'arrive pas aujourd'hui à capitaliser, à vraiment optimiser en termes d'exploitation. Excusez-moi, je vais dire quelques éléments, éléments fondamentaux. Premièrement, nous sommes à près de 11 millions d'habitants, à près de 54% de femmes de notre population, à un fort taux d'analphabétisme. Nous avons une économie structurée de sorte qu'il y a 90% d'informels. Oui. Donc l'informel devient normal. Dans une politique, disons, objective, j'allais dire, l'informel devient normal. Il faut considérer l'informel comme tel, travailler l'informel pour extraire le potentiel de richesse que nous avons là. Un autre élément fondamental, c'est la création de l'ARCH, l'Agence de renforcement du capital humain. Ça, c'est une très belle initiative du gouvernement pour pouvoir couvrir le déficit d'appui, disons, d'optimisation de ce potentiel, de cette mine que nous avons en termes d'activité. Donc, vous dites que c'est vraiment une grande source de création d'entreprises au Bénin, oui. ces petites activités-là. Exactement. En réalité, parce que il y a au moins 80... C'est un secteur, c'est en majorité le secteur informel en réalité, et qui emploie plus de 90% de la population active. Exactement. C'est selon une étude de la Banque mondiale, oui, je l'ai lu il y a 2-3 jours. Tout à fait, tout à fait. Alors, selon vous, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour capitaliser alors cette richesse dont vous parlez? Très bien. Avant d'y arriver très rapidement, je voudrais vous dire d'observer la pyramide en termes de consommation, ou bien même en termes de population, ou bien de moyens. En bas de la pyramide, en tout cas la plus vaste, la partie la plus vaste de la pyramide, qu'on appelle le BOP. The base of the pyramid. Yeah. Tous ceux qui sont en bas de la pyramide sont des personnes qui ont besoin de petits services, de petits moyens, pour acheter de petites choses, pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, comme vous le savez, se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et se soigner. La femme qui est fondamentalement au cœur de cette activité, hormis les personnes à service métier, la femme, c'est les femmes qui font plus d'activités génératrices de revenus. Et ça s'étale dans tous les secteurs d'activité que nous avons, que ce soit le primaire jusqu'au tertiaire en passant par le secondaire. Vous avez des femmes qui pratiquent l'agriculture, l'élevage, elles transforment les produits locaux, elles font du savon, elles font de la broderie, et d'autres hommes aussi. Et l'artisanat fondamentalement. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, si vous n'avez pas fait votre chemise? C'est un artisan qui a fait ça. Et nous pouvons nous inspirer de l'économie de certains pays qui aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, qui est en train de sauter gravement en termes économiques. Alors, la fiscalité devrait réfléchir pour chercher à transformer ces entreprises, ces nano-entreprises, oui, à devenir des petites, à devenir des moyennes et pourquoi pas de grandes entreprises. Vous voyez, Coca-Cola est parti d'une entreprise familiale. Renault, d'une entreprise familiale. Les grandes entreprises sont parties de la famille. Et les besoins couverts par les revenus tirés de ces activités vont généralement vers la cellule familiale. C'est-à-dire la famille, père, maman et fils. Et vous imaginez, nous avons dans notre pays beaucoup de femmes qui sont des mères et aussi des pères. Parce qu'ils ont perdu leur mari, parce qu'ils ont des enfants orphelins, elles ont des enfants orphelins sous les bras. Et elles sont obligées de faire ces activités. Vous avez commencé par dire faire du gari faire et tout le reste. La bouillie, faire du cloucli. On va y revenir tout à l'heure, monsieur Léopold Toton. Je rappelle que c'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. On va y aller tout de suite avec Nadège Sané qui est déjà en place pour le journal. Rebonsoir Nadège. Bonsoir à vous, Assiom Gaba. Avec vous, le journal, oui, il est 19h45.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h45 de ce mardi, les titres de cette édition. La communication digitale en plein essor au Bénin, Community Management, c'est le nouveau métier du web. En quoi consiste-t-il? On le découvre dans un instant. Le savon noir, encore appelé coton, est commercialisé par certaines femmes au marché d'Antokpa de Cotonou. Dans ce journal, on parlera non seulement de la fabrication de ce produit, mais aussi des revenus que les femmes gagnent dans cette activité. Winnie Mandela, la mère de la nation arc-en-ciel, a succombé à une infection rénale hier lundi. Retour sur les traces de cette femme battante dans ce journal. À l'ère du Web 2.0, la communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion. Une expansion d'ailleurs qui suscite la naissance de nouveaux corps de métier du Web tels que le Community Management. Qu'est-ce que le Community Management? Quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage de Lucrèce Degla. Depuis 2007, plusieurs entreprises font recours à la communication via les médias sociaux. Leur ambition, atteindre des milliards de prospects à travers le monde. Cette forme de communication digitale englobe plusieurs secteurs, à savoir le community management. C'est déjà un mot anglais qui veut dire la gestion de communauté. Mais il faut dire que cette gestion de communauté est spécifiquement liée au web et aux réseaux sociaux pour être encore plus précis. Au Bénin, même si le community management est peu connu, les spécialistes en la matière existent. Ils exercent pour le compte d'une ou plusieurs organisations ou pour le compte d'une agence de communication web. Le community manager veille à l'image d'une marque, d'une entreprise sur Internet. C'est lui qui est garant de l'image de l'entreprise. Il est chargé de répondre aux abonnés, donc d'avoir un discours poli, conciliant envers les abonnés et les potentiels clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, des centaines de millions sur Twitter, des centaines de millions sur LinkedIn. Pour des organisations, notamment pour des entreprises, c'est du potentiel. Ce sont des prospects qui sont là, des gens qui peuvent convertir en clients. Et donc, la gestion de communauté, donc le community management, permet à des organisations de vendre leur image, de vendre leurs produits à ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Quel profil faut-il alors avoir pour assurer la fonction de community manager? On peut passer par le classique, une formation en marketing, comme on le fait dans les universités béninoises. Et après, avec le community manager, c'est plus une histoire de sensibilité. La façon dont il connaît les réseaux sociaux, la façon dont il maîtrise son sujet, avec les compétences acquises en marketing, la personne n'a pas la chance ou l'opportunité de faire ce cursus classique. Il peut se faire former sur Internet. Outre ces formations, il est important pour ce professionnel de la communication de faire preuve d'originalité dans son travail. Ça demande beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que si vous envoyez un message aujourd'hui et demain il faut créer, il faut innover à tout bout de champ. Et ça, c'est pas toujours facile. Être community manager, c'est pas uniquement axer une stratégie sur le net pour une entreprise. Il faut avoir plusieurs qualités comme le fait de s'exercer au graphisme. Il faut avoir au moins un background suffisant pour pouvoir exercer dans le community management. L'exercice de ce métier du web n'est pas sans difficulté. C'est très exigeant, un petit message mal placé peut vous tourner au ridicule, bien créer un bad buzz pour l'entreprise. Et là, tout de suite, vous risquez votre poste. L'autre difficulté, c'est que vous devez être tout le temps connecté. Vous avez une vie finalement hyper connectée, vous êtes sur téléphone, sur ordinateur à tout moment de la journée parce que vous êtes en train de traquer tout ce qui peut se passer sur la toile. Pour un salarié, à 20h, il n'est plus au boulot, mais à 20h, vous pouvez avoir un message sur Facebook qui va créer un buzz et le community manager est tenu de répondre. À l'instar des autres secteurs de la communication en ligne, le community management est une réelle nécessité pour toute entreprise, voire toute organisation.
Selon e-marketer, la publicité en ligne a permis de faire environ 225 milliards de chiffre d'affaires sur le plan mondial. L'alimentation joue un rôle majeur dans le bien-être et la santé des diabétiques. Que contient donc l'assiette d'une personne malade du diabète? Nous nous sommes rapprochés d'une nutritionniste qui nous éclaire. C'est un reportage d'Héloïse Winator présenté par Patrick Adjagboudjou. Une alimentation saine et équilibrée, source d'une parfaite santé. Savoir choisir ses aliments pour ne pas affaiblir son organisme doit alors être notre souci quotidien. On a besoin de la nourriture comme carburant pour fonctionner. Donc chaque fois que nous mangeons plus qu'il n'en faut, c'est comme si nous avons pris un trop plein de carburant dans une voiture, ça va couler partout, ça va déborder et ce n'est pas utile. Le trop plein peut entraîner le diabète et l'une de ses substances favorites, c'est le glucose, l'élévation du taux de sucre dans le sang. L'alimentation va être toute simple. Elle va être centrée sur la réduction de l'apport en sucre. Nous ne devons pas dépasser, selon les recommandations de l'OMS, 2 petits morceaux par jour. Ça fait 10 grammes de sucre. Même si on ne guérit pas totalement du diabète, selon les spécialistes, une alimentation équilibrée peut aider le patient à réguler l'élément perturbateur. Quels sont alors les aliments qu'on peut retrouver dans l'assiette d'un malade du diabète? Par exemple, si nous devons manger la pâte, nous ne devons pas dépasser 2 petits bols, 3 fois par jour pour ceux qui mangent beaucoup. Si nous s'arrêter déjà à 1 bol 3 fois par jour, c'est mieux. Si nous devons prendre des sources de protéines, nous ne devons pas dépasser la largeur d'une carte par jour pour être sûr que nous n'apportons pas trop d'énergie. Nous devons réduire les lipides pour ne pas dépasser 1 cuillère à café par repas. Consommer beaucoup de légumes, au moins 3 portions de légumes par jour. À chaque repas, il est séant que nous ayons des légumes dans notre assiette. Le diabète et l'alimentation sont donc intimement liés. Savoir choisir les aliments dans nos assiettes, c'est maintenir le bon équilibre entre saveur et nutrition. Utilisé à des fins multiples, le savon Koto, plein de vertus, est fabriqué avec des composants naturels. C'est une activité menée en majorité par les femmes et qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Plus de détails dans ce reportage de Mathieu Sokeno et Jennifer Sachevi. Du savon fabriqué à base d'extraits végétaux. Le Koto, encore appelé savon noir, est reconnu pour ses vertus. Sa composition varie d'une région à une autre. Il y a 3 types de savon Koto. Si on vient au Bénin, on a 2 types. La première est préparée avec de l'huile rouge, que nos mamans ont toujours fait depuis très longtemps. L'huile rouge, l'huile de palme. La seconde type est préparée avec de l'huile de palmis. Et la troisième est préparée avec l'huile de coco qui vient du Ghana. Nous allons nous approvisionner au Ghana, mais nous allons à Adja pour acheter le savon noir fabriqué au Bénin. En dehors du bain, le savon Koto est également utilisé à d'autres fins, ce qui suscite une forte demande. Moi, je me sers de ça pour laver mes pains viscosés super, les wassili. Puis je lave mes cheveux avec. Après avoir lavé les cheveux avec du shampoing, vous pouvez prendre ce savon à l'huile rouge et laver les cheveux. Ça démêle les cheveux aussi. En dehors des Béninois, nous avons beaucoup de clients étrangers qui s'intéressent au coton. Livré dans des paniers ou des sacs de jute, le savon Koto est ensuite réparti en portions dans de petits récipients ou des sachets en plastique pour la vente. Ce procédé permet aux commerçants d'en tirer un meilleur profit. Il y a des clients qui viennent, qui prennent en panier, les revendeuses. Mais ici, nous, on les fait comme ça. Quand vous arrivez ici, vous prenez ce tas-là à 1000 francs. Quand vous les payez en gros, vous prenez 3 à 2500. Vous allez revendre. On l'a fait jusqu'en plus petite, le haut là-bas. C'est le plus gros, c'est à 4000.
Ça là, c'est 1000 francs. Il y a encore qui est plus petit que ça, à 100 francs, 500. En un mois, on avoisine, si le marché va bien, on avoisine jusqu'à 20 paniers. Sur un panier de coton, nous pouvons avoir un bénéfice de 5 000 francs ou de 7 000 francs. Selon un rapport du site du quotidien français Le Figaro datant de 2015, le savon noir d'Afrique de l'Ouest est très riche en vitamine E, un antioxydant qui freine le vieillissement de la peau et assure la stabilité des structures cellulaires. Carnet noir dans cette édition, la presse béninoise endeuillée par la disparition ce samedi de Maurice Chabi à l'âge de 67 ans. Journaliste et ancien directeur de publication du quotidien national Erouzou, aujourd'hui La Nation. Très respecté pour sa plume et son sens élevé de raisonnement, Maurice Chabi a fondé en 1997 son propre quotidien Les Échos du jour. Conformément à ses dernières volontés, il a été inhumé le lendemain de son décès, le dimanche 1er avril, au cimetière d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. De confession protestante méthodiste, le défunt a laissé 4 filles orphelines et une veuve. Je l'annonçais en titre, l'Afrique du Sud est en deuil. Winnie Mandela n'est plus depuis ce lundi. L'ex-épouse de l'icône, Nelson Mandela, a succombé à une infection rénale à 81 ans. Que retenir de celle qui est considérée comme la mère de la nation arc-en-ciel? Retour sur les traces de cette femme battante au parcours atypique avec Herman Rodrigue Amiga. Aux heures chaudes de la lutte contre l'apartheid, alors qu'un horizon obscur semblait se dessiner après l'arrestation de Nelson Mandela en 1962, une femme a repris le flambeau, Winnie Mandela. Elle devient la figure de proue d'un mouvement qui lui fera connaître harcèlement, violence, emprisonnement, torture, isolement et toute autre forme de barbarie. Près de 30 années durant, Winnie Mandela subit l'âpreté du pouvoir blanc. Mais un jour, quand alors triomphe la liberté, dans cette nouvelle Afrique du Sud où blancs et noirs ont désormais les mêmes droits, elle devient une icône nationale aux côtés de Nelson Mandela. Si son parcours est fait d'actes héroïques, il n'en demeure pas moins que celle qui est surnommée mère de la nation a connu des frasques, des prises de position radicales et comportements peu orthodoxes qui ont conduit à son divorce en 1996. Mais qu'à cela ne tienne, l'Afrique du Sud pleure actuellement un symbole de liberté et de détermination. Faiseur de roi, son soutien était sollicité par la plupart des aspirants au fauteuil présidentiel. Elle a fait l'objet de nombreuses biographies. Assistante sociale de formation, Winnie a vu le jour le 13 septembre 1936 dans la province du Cap-Oriental. À 21 ans, elle épouse Nelson Mandela qui deviendra plus tard le premier président noir de l'Afrique du Sud. Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela, de son vrai nom, a définitivement déposé les armes. Dans les cœurs des Sud-Africains, elle reste une voix et un visage d'une lutte historique. Et on finit cette édition par cette nouvelle brève. Le Maroc a connu une hausse de sa dette publique extérieure en 2017 par rapport à 2016. Elle s'est établie à 31% du PIB en 2017 contre 30,8% l'année précédente. D'un autre côté, les réserves de change du pays ont considérablement chuté, atteignant 24 milliards de dollars fin 2017, un chiffre en recul de 8,3% par rapport à 2016. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle est disponible sur le www.ortb.pj. Allez, merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour la présentation du journal. On vous retrouve donc demain à 19h45. Nous continuons bien sûr le grand rendez-vous avec les différents plateaux. Et bien sûr, on était bien sûr en plateau avec M. Léopold Toton, spécialiste en entrepreneuriat et marketing. On revient en plateau pour parler bien sûr de ces activités, ces petites activités qu'on rencontre dans nos coins de rue et qui rendent vraiment service aux différentes
communauté. Nous voulons, alors vous le rappeliez tout à l'heure, Monsieur Toton, il y a un instant que la Banque mondiale affirme que le secteur informel emploierait plus de 90% de la population active au Bénin. Mais doit-on considérer alors ces acteurs-là, ces vendeuses de Ataï TV, de Gary, Cluclu et autres, comme des gens qui exercent dans l'informel? Tout à fait, ils sont dans l'informel, mais il faut les considérer, les travailler, à pouvoir faire de l'ascendance et devenir de nano-entreprises, passer à la micro, la petite, pour devenir une moyenne et pourquoi pas une grande entreprise. Comment y aller? Pourquoi dit-on qu'ils sont dans l'informel? Dans l'informel, est-ce que c'est interdit de vendre du Ataï TV au Bénin? Je ne sais pas pourquoi. Bon, l'informel étant caractérisé par le fait que vous n'êtes pas officiellement reconnu par l'État. Vous faites un exercice d'activité informel, vous n'êtes pas dans une assiette fiscale, vous n'êtes pas immatriculé, vous n'avez pas l'IFU. Et donc, je pense que c'est une politique que l'État il faut que l'État saisisse cette grande opportunité qui est un potentiel très fort pour l'économie du pays si on arrivait, c'est-à-dire bien, si on arrivait à transformer ces nano-entreprises en des petites et moyennes entreprises. Mais je peux dire comment on peut y arriver. Allons-y. Oui, comment on peut y arriver. Oui. C'est fondamental de commencer par les préparer à être vraiment des personnes qui peuvent entreprendre. Parce que faire l'auto-emploi des activités génératrices de revenus, ce n'est pas encore l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat se dessine lorsque vous avez une vision de grandir, de changer d'étape et d'aller en avant et de devenir une grande entreprise. Vous avez une vision où vous pointez de devenir une très grande entreprise. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Alors là, ça dépend alors de celui qui mène cette activité. Évidemment, c'est pour ça que je voudrais dire les éléments, les atouts, les outils qu'il faut lui donner pour le transformer à devenir quelqu'un capable de devenir grand. Donc, il faut commencer par préparer, travailler, aiguiser ses compétences communicationnelles. Et il doit avoir une capacité de connaissance de soi, de maîtrise de soi, de pouvoir bien libeller ce qu'il pense et de tracer son avenir. Il doit avoir aussi des compétences relationnelles, savoir choisir son réseau et de pouvoir conduire une activité pour gagner, parce qu'il faut choisir un réseau pour pouvoir gagner. Mais vous savez, M. Toton, ces dames-là qui vendent au bord de la voie, qui vendent du pain, vous les voyez, souvent elles ont vraiment des techniques de vente, des tactiques de vente. Vous vous demandez, mais est-ce qu'elles sont allées même à l'école du marketing? Tout à fait. Je pense que c'est encore intuitif et qu'il faut peut-être professionnaliser. Ils ont des atouts innés, mais il faut professionnaliser pour leur donner la chance de grandir et de devenir un peu plus chose là. Alors, les compétences, la troisième compétence qu'il faut avoir, c'est les compétences en prise de décision. Ça me rappelle qu'il faut être objectif, il faut avoir une vision, il faut avoir un plan, il faut savoir gérer l'argent, il faut savoir faire la relation de famille et mon nano-entreprise, si je peux le dire ainsi. Voilà. Et après ça, vient maintenant qu'il faut les aider à bien gérer, donner des formations en gestion opérationnelle, gestion de matériel, de l'argent, du stock, gestion de la clientèle, des fournisseurs. Et il faut leur donner des outils en marketing. Bien entendu, elles ont des prérequis, bon, disons innés, c'est intuitif, mais il faut chercher à professionnaliser et contextualiser. Ça leur permet de gagner en compétitivité lorsqu'on ajoute maintenant des formations techniques, professionnelles, dans le métier dans lequel ils s'engagent à gagner. Et maintenant, lorsque nous faisons cela, travailler, faire la mise en réseau, un linkage, puis leur permet d'accéder au financement. Et financement, l'État est bien entendu engagé avec FNPEJ et autres structures, FNM, de donner des financements à un taux très faible. Le taux de sortie très faible pour ces femmes ou ces jeunes entrepreneurs, nano-entrepreneurs. Un taux très faible. Et il faut organiser aussi qu'ils puissent accéder au marché de façon structurelle. Pourquoi ne pas faire en sorte que tous ceux-là, je crois qu'il y a eu le statut de l'entrepreneur que l'OADA a validé et que le Bénin a signé. On a les BIC, les bureaux d'information sur le crédit. Si on met tout cela ensemble et que chacun d'eux, même le paysan qui va faire 100 cantines
2 hectares, c'est que lui-même, il est un nano-entrepreneur et qu'il est fichier, qu'il a un IFU, qu'il est entrepreneur, entreprenant. Oui. Ça permettra à l'État de récupérer peut-être 500 francs d'impôts sur les milliers que nous sommes. C'est mieux de faire ça que de chercher à puiser l'info sur le peu d'assiettes que nous avons et tuer même ces entreprises qui existent. Donc je pense que nous avons tout à gagner en y travaillant, en mettant ensemble tout l'arsenal qu'il faut pour aider ceux-là à devenir de grands entreprises. À devenir vraiment de vendeurs de beignets, vous pouvez avoir un grand fast-food. Ah oui, bien de vendeurs de beignets, on peut avoir de grands vendeurs. Alors, et les jeunes, parlons des jeunes qui sont en quête d'emploi, est-ce qu'ils ne peuvent pas, à côté de leurs parents, prendre la relève et développer mieux ces activités-là? Vous avez tout dit, je n'ai plus de mots à dire que ce que vous dites, si on le fait, on n'aura pas de gaiement. Parce que vous allez trouver un circuit clair, normal, pour pouvoir gagner de l'argent, mais vous ne pouvez pas imaginer ce que coûte pour une femme de rater, d'avoir 2000 francs de revenus nets par jour. C'est vrai, ils sont dans la précarité, mais ils se conjuguent au jour le jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Je pense que l'État a tout à gagner à aider, à travailler à cela, avec Arche, avec tout ce qui existait, FNPEJ, FNM, les SFD, qu'on met le réseau ensemble, en synergie, avec toutes les structures de promotion de l'emploi. L'emploi, c'est là. L'emploi, c'est le faire. C'est ce qu'on a produit, on les appelle des emplois productifs durables. Je ne vous informe pas que Fak Boron a commencé par être... Vulcanisateur, si vous voulez. D'accord. Il est devenu un grand pétrolier, voilà, et beaucoup d'autres grandes choses. Et donc, on peut partir de tout petit pour devenir très grand. Très grand. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Léopold Toton. Je rappelle que vous êtes spécialiste en entrepreneuriat et puis en marketing. Oui. On sait que vous avez eu à jouer grand dans l'installation et le fonctionnement des BPC. Promotion Center aujourd'hui, qui sont relativement les ailes un peu refroidies. Mais je pense que l'État va certainement donner encore plus de force parce que moi, j'y crois fortement. Je pense que tout est là, tout est là. On va revenir à tout ça là très très bientôt puisque vous restez notre expert maison aussi quand on parle bien sûr d'experts sur le grand rendez-vous. Merci beaucoup à vous, Monsieur Léopold Toton. La suite de ce grand rendez-vous, vous le savez, chers téléspectateurs, c'est bien évidemment avec la rédaction web de l'ORTB. Avec eux, nous avons les informations au niveau bien sûr de la toile. C'est l'actu web sur le grand rendez-vous. Amis du web, bienvenue. Facebook développe un outil pour certifier l'accord des utilisateurs avant l'exploitation de leurs données par des marketeurs. Ceci fait suite au scandale généré par l'affaire Cambridge Analytica. Grâce à ce nouvel outil, les marketeurs devront garantir que le bon consentement des utilisateurs a été obtenu au préalable pour l'utilisation de toutes les données téléchargées. À noter que le partage de ces données entre les comptes d'entreprise sera empêché par Facebook. De son côté, le réseau social sera en mesure de vérifier que les commerçants ne font que de l'envoi d'annonces à des adresses e-mail qui ont été obtenues avec le consentement de l'utilisateur. Bonne nouvelle alors, le site Jeune Afrique s'est amusé à l'occasion du 1er avril à inventer une fausse interview de l'attaquant camerounais, annonçant sa volonté de devenir président du Cameroun. Mais l'ancien attaquant du Barcelone FC n'a pas du tout aimé ce poisson d'avril. Samuel Eto'o, très remonté contre cette interview qu'il a prise au premier degré, a publié un long communiqué sur les réseaux sociaux pour se plaindre de cette information inventée. L'interview a fait réagir sur les réseaux sociaux. Les avis sont partagés entre ceux qui trouvent cette blague de mauvais goût et d'autres qui estiment que c'est un bon poisson d'avril. Finalement, après les plaintes et les menaces de Samuel Eto'o, Jeune Afrique a dû publier le droit de réponse de l'attaquant camerounais. C'est une tradition pourtant ancienne dont l'usage cette année par Jeune Afrique aura fait couler beaucoup d'encre virtuelle, a tout de même commenté Jeune Afrique. Ainsi se referme la revue de l'actualité en ligne. Bonsoir à tous.
Allez, merci beaucoup à vous, Monsieur Amégan, pour la présentation de l'actualité à travers, bien sûr, la toile. La suite du grand rendez-vous, c'est bien sûr beauté au pluriel. On se retrouve, bien sûr, dans notre salon de beauté dans un instant pour parler, bien sûr, de la pose des ongles. Allez, notre capsule beauté aujourd'hui parle bien sûr de la pose des ongles. On va se retrouver dans un instant dans notre salon de beauté et bien sûr avec notre esthéticienne maison aussi en plus pour parler de tout ça. Suivons tout d'abord ce reportage signé Jennifer Sachivi. Mais je porte des faux ongles surtout pour des sorties spéciales et je ne les garde que pour 2 semaines. Comme cela, il y a moins de risques. Le port des faux ongles crée beaucoup de désagréments. Il faut laisser les ongles respirer, mais certaines clientes ne le comprennent pas. Après une semaine, rien d'autre. On a protégé Fentouina. Mais tous les jours, Fentouina glé. Bon, client de les catins boy non bah et au fin voyons à l'autre sinon moi, nous obligés de donner. Quand nous posons des ongles, après 2 semaines, nous enlevons. Il est très important de faire des traitements d'ongles avec des bases données. Donc nous devons conseiller ça aussi à nos clientes parce qu'elles ne savent pas. Donc c'est à la professionnelle de donner des conseils d'entretien. Après avoir enlevé le faux ongle, vous devez conseiller à vos clientes de nettoyer les ongles et de les traiter, de laisser les ongles respirer avant maintenant de faire une autre pose. Mais ce qui est plus conseillé, c'est de protéger l'ongle avant même le port du faux ongle. Parce qu'il y a des vernis qui protègent votre ongle. Donc on met les vernis là en protection à la base d'abord avant d'implanter le faux ongle. Ah, les faux ongles. On en parle et on parlera bien sûr de la pose de ces ongles-là. Déjà, bonsoir, Patricia Arwadi. Bonsoir, M. Assioum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois encore, nous retrouver dans votre salon de beauté, tout simplement, pour parler des ongles. Les ongles, on en parlera, bien sûr, mais dites-nous déjà, en tant que spécialiste, quelle est votre idée, quel est votre avis par rapport aux faux ongles? Par rapport aux faux ongles, si c'est bien ou pas? Oui. Ça? Alors, les faux ongles, c'est bien de les mettre occasionnellement. Parce que ça sert à rallonger les ongles, au fait. On le met parce qu'on trouve que les ongles sont un peu plus courts, donc on souhaite une certaine longueur, donc on le met pour rallonger les ongles. Oui, quand vous parlez d'occasionnellement, est-ce que, bon, à des manifestations officielles et autres, pour des sorties qu'il faut les mettre? Bien sûr. Alors, peut-être que moi, tous les week-ends, j'ai l'habitude de sortir. Bon, je parle des femmes, hein, c'est pas moi. Vous posez les ongles tous les week-ends? Non, non. Il n'est pas conseillé de le faire régulièrement parce que c'est pas bien pour les ongles. C'est pas bien pour les ongles du tout. Ça a quel effet de façon pratique, de façon spécifique sur les ongles? Quand vous les mettez régulièrement, ça abîme les ongles, ça les détériore. Déjà, les ongles ne poussent plus normalement, ça les fragilise, ça les casse. Ah. Et après, ça donne des mycoses. Donc, ça vous donne des problèmes d'ongles. Des problèmes. Bien sûr. Ça vous donne des mycoses. Alors, aujourd'hui, nous nous focalisons beaucoup plus sur les techniques de pose. Commençons déjà par le début. Comme on le dit, commençons par le commencement. La pose des ongles, il faut commencer par où? Alors, la pose des ongles, il faut déjà avoir les capsules. Il faut pouvoir choisir la taille des capsules qu'il faut parce que les ongles ne sont pas pareils. Donc, il faut choisir les capsules qu'il faut pour chaque ongle. Oui, il faut avoir les capsules, il faut avoir la colle adaptée aux ongles.
Quand vous parlez des capsules, ce sont les ongles? Ce sont les faux ongles. Les faux ongles. Oui, Ça, que on appelle j'appelle les capsules. capsules. Oui, bien sûr. Ah. Je ne pensais pas au gonoussou. Hein. Non. Non, ce sont les faux ongles que j'appelle capsules. Les capsules, d'accord. Voilà, donc il faut déjà avoir les capsules, il faut avoir la colle, il faut avoir une guillotine pour couper les capsules après, donner la longueur convenable. Convenable, ok. Il faut aussi avoir une lime, un polissoir. Là, elle est en train de poser les ongles. Elle a fini de les poser alors. Là, elle est en train de couper. Voilà, elle est en train de couper. Elle est en train de limer. De limer. Voilà. Mais on dirait que c'est de vrais ongles, hein, carrément. Voilà, justement. Ce qu'on voit. Ça paraît naturel. Alors, comment est-ce qu'il faut poser d'abord? Comment il faut poser? Commençons par là. Oui, comment est-ce qu'il faut placer les ongles sur les faux ongles sur les vrais? Il faut déjà choisir la taille des capsules. Donc, regardez si c'est adapté. Il y a des ongles plats. Il ne faut pas choisir des faux ongles bombés pour les ongles plats. Alors parce qu'il y a la forme de chaque ongle. Donc, c'est compte tenu de la forme de votre ongle naturel. Voilà, que vous choisissez les capsules. Si vous avez les ongles plats et que vous choisissez les faux ongles bombés, ça ne va pas être bien. Déjà, vous posez, il y a de l'air, il y aura des bulles d'air dans l'ongle. Ça ne va pas bien se poser et après, ça va vite s'enlever. Donc, il faut choisir les capsules par rapport à la forme naturelle de l'ongle pour que ça paraisse naturel. Ok. Ok. Vous comprenez? Donc, moi, et les formes d'ongles, de faux ongles, il y en a de différentes? De différentes. Ok. Oui, il y a différentes formes de faux ongles qui puissent aller avec tous les ongles naturels possibles. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ça se voit. Je vois pourquoi elles arrivent facilement à tromper, quoi, avec les faux ongles. On pense que ce sont de vrais. Donc, il faut voir la forme des ongles d'abord. Oui. Choisir la taille de l'ongle, la taille des capsules. Vous devez avoir un polissoir. Moi, je conseille de ne pas d'abord nettoyer les ongles avant de poser les faux ongles. Parce que les peaux mortes, les envies protègent les ongles naturels des faux ongles. Mais ce qu'on remarque, c'est que... on nettoie d'abord, on fait nettoie, la manucure. On nettoie même, on racle même les ongles naturels avant de poser, les autres. Moi, je conseille le contraire. Je préfère qu'on pose d'abord l'ongle sur les envies. Vous posez l'ongle. Déjà, avant de poser les ongles, il faut dégager le bourrelet. Le bourrelet, c'est la petite peau que vous voyez là, avant les ongles, à la base de l'ongle. C'est ça le bourrelet. Il faut dégager le bourrelet avant de poser les faux ongles. Vous posez les faux ongles sur les envies. Donc, après avoir posé les faux ongles, que vous allez enlever les envies qui débordent. Parce que ces envies-là protègent l'ongle. Ça protège l'ongle. Donc, c'est après le retrait, plutôt, qu'il faut faire un traitement et un nettoyage approfondi de l'ongle. Ok. Alors, quand on pose les ongles, après combien de jours peut-on donc l'enlever ou doit-on l'enlever? Non, normalement, nous, ici en Afrique, quand on dépense pour quelque chose, on ne voudrait pas que ça passe vite. On veut garder ça longtemps, que ça dure. Un mois et demi, non. Oui. Normalement, à l'origine, les faux ongles venaient avec des cols. On a remarqué que ces cols-là ne tiennent pas. Mais ça a une raison. Ces cols ne tiennent pas parce que c'est occasionnel. Vous mettez ces cols juste pour l'événement précis, vous retournez et vous enlevez les faux ongles, vous vous débarrassez de ça. Ok. Maintenant, on veut que ça tienne plus. On utilise la super-glue aujourd'hui. Non, il y a des cols adaptés. Ah, d'autres cols. Oui, qui collent. Il y en a qui utilisent super-glue, j'en vois. Oui, bien sûr. Oui, mais il y a des cols adaptés pour les ongles. Ah, d'accord. D'accord. Donc, les super-glues ne sont pas... C'est pas pour les ongles. Pas recommandés. Tout ça, c'est toujours pour satisfaire la clientèle qui veut que ça dure plus. Oh. Sinon, normalement, ce n'est pas adapté. C'est pas adapté. Oui, donc c'est pour satisfaire cette clientèle-là qui veut que l'ongle dure, que ça fasse 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, si possible. Voilà. Mais entre-temps, l'ongle prend la peine de pourrir à l'intérieur. Ça devient vert, ça se fragilise, et ainsi de suite. Et là, vous êtes condamné à poser de faux ongles à tout moment. Au lieu de faire recours au traitement. Au traitement.
Oui, vous voulez toujours cacher ça, et à force de vouloir cacher, ça détériore davantage l'ongle naturel. L'ongle naturel. Donc, si on doit faire le récapitulatif, c'est qu'il faut donc choisir les capsules, sinon les faux ongles, compte tenu de la forme de votre ongle naturel. Un, et deux, c'est qu'il ne faut pas chercher à nettoyer forcément ou à enlever les envies avant de poser les ongles. Voilà. Vous posez les ongles sur les envies. Vous posez les ongles sur les envies. Donc, vous mettez la colle, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle quand vous posez. Il faut que ça soit plat vraiment sur l'ongle. Donc, vous tenez un peu pour que ça se colle et après, vous enlevez. Et là, c'est bien collé. Vous coupez d'abord avec votre guillotine pour donner la taille convenable souhaitée par la cliente. Donc, il faut couper, il faut limer selon la forme voulue aussi. Vous allez polir légèrement et enlever les envies qui débordent. Parce que quand vous n'enlevez pas les envies maintenant qui débordent, c'est pas joli. Quand vous mettez le vernis, c'est pas très joli. Donc, vous enlevez les envies qui débordent. Alors, vous faites un... je vais être clair avec les téléspectateurs. J'en veux que je sois... Qu'est-ce que vous appelez envie? C'est les peaux mortes. Les peaux mortes. Oui. Qui sont sur les ongles. Autour de l'ongle. Autour de l'ongle. Oui. Ok. Est-ce qu'il faut tailler d'abord l'ongle avant de poser l'ongle naturel, avant de poser les faux ongles? Oui, si ça déborde, vous pouvez tailler d'abord l'ongle avant de poser les faux ongles. Ok. Oui, vous pouvez d'abord même rajuster. Des fois, les ongles sont carrés, débordent. Donc, vous allez d'abord limer, rajuster les ongles naturels avant de poser les capsules dessus. Les capsules dessus, oui. Mais il ne faut pas enlever les envies. Non, il ne faut pas d'abord enlever les envies. En premier lieu, n'enlevez pas encore les envies. Okay. Vous posez d'abord sur les envies et après, vous allez enlever les envies qui débordent parce que ces envies-là protègent votre ongle, au fait. Oui. Okay. Donc, il ne faut pas les enlever. D'accord. Donc, j'ai gardé les envies, j'ai posé l'ongle, j'ai commencé maintenant par tailler. C'est ça? Oui, j'ai taillé et j'ai limé. Donc, vous avez fini de limer. Donc, vous limez, vous allez enlever maintenant les envies qui débordent, gommer si possible, masser la main, masser les doigts et tout ça, et poser votre vernis. Il faut choisir aussi. Bon, on parlera aussi de comment s'il faut choisir donc son vernis, la couleur, la peau, s'il faut. Non, ça dépend de tout un chacun. Non, il n'y a pas de problème. On verra ça très bientôt. Vous allez revenir sur le plateau pour ces détails-là. Alors, pour poser les ongles aujourd'hui, il faut combien en réalité? Pour poser les ongles, juste les capsules, ça varie de 1000 à 2500. Juste les capsules? Oui. Pour acheter les capsules là? Non, pour poser. Pour poser? Poser les capsules, ça varie de 1000 à 2500. En tout cas, les 10 doigts? Les 10 doigts. Les 10 orteils? Non, les 10 doigts. Les 10 doigts, oui. Simplement. Mais pour les orteils, ça fera le double? Pareil. Ah, d'accord. Ça dépend d'où vous le faites. Ah, voilà, ça dépend du soin qu'on apporte à vos ongles. Si on va à la va-vite, on vous met n'importe quel produit. Bon, ça dépend de combien on vous prendra. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il faut voir le spécialiste, celui qui maîtrise en réalité et qui prend compte, bien sûr, de la forme de vos ongles, en tout cas de tout ce qui est utilisé. Parce que quand vous mettez les capsules, des fois les capsules diffèrent un peu des ongles, donc il faut vouloir affiner les capsules pour que ça ressemble quand même aux ongles naturels. Donc il y a un dissolvant adapté pour ça. Il ne faut pas que ce dissolvant aussi abîme vos doigts ou vos ongles. Donc il y a tout ça. Sinon ça risque de brûler ou ça va créer des... Non, ça ne va pas brûler, mais ça va abîmer vos ongles. Ça va abîmer les ongles. Oui, ça va les fragiliser. Parce qu'il y a les dissolvants pour faux ongles et il y a les dissolvants pour les ongles naturels. Alors peut-on dire que c'est la pose des ongles qui crée souvent les panaries qu'on voit souvent ou la détérioration complète des ongles naturels? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas que les faux ongles. Il y a aussi d'autres facteurs qui entrent en compte. Mais les faux ongles, en premier lieu, oui. Merci beaucoup à vous, Patricia Akwadi. Je rappelle que vous êtes esthéticienne et c'est vous êtes notre esthéticienne maison. Voilà, je rappelle ça surtout. Merci beaucoup à vous, bien des choses à tout votre personnel. Merci. À tout le salon Pas Testé, bien évidemment. Merci. Allez, à très bientôt. On va donc rester avec vous, chers téléspectateurs, pour clôturer,
en beauté si vous voulez, ou beauté plus, mais avec plus de prévisions maintenant liées bien sûr à demain matin. La météo revient tout simplement pour clôturer ce grand rendez-vous.